C'est une histoire vraie qui m'est arrivée quand j'avais 11 ans. Je traînais avec un ami dans un énorme complexe de parc, avec des aires de jeu, des magasins, des restaurants, et même des endroits qui donnaient des cours d'activités et d'arts martiaux. Nos parents nous avaient déposés là, prévoyant de venir nous chercher à 21 heures. À 20 heures, mon ami avait son cours de danse, donc j'ai décidé d'aller voir mon frère jumeau, qui était ailleurs dans le parc avec l'un de ses potes. En courant vers lui, j'ai perdu mon souffle et je suis entré dans un magasin climatisé pour souffler un peu. C'était en fait un endroit où on donnait des cours de peinture. Dès que je suis entré, un vieux monsieur est venu vers moi. Il portait une chemise blanche tachée de marqueurs, donc j'ai supposé que c'était le propriétaire. Avec un sourire forcé et tordu, il m'a demandé « Tu veux me regarder peindre ?» En tant qu'enfant, je ne savais pas dire non, donc j'ai dit oui. On s'est assis à une table où il avait déjà une toile, avec un dessin assez étrange qui ressemblait à un bébé. Il m'a ensuite donné son téléphone et m'a dit de le filmer, donc je l'ai fait. Pendant 20 longues minutes très gênantes, je suis resté là, en silence, à le regarder peindre. Il n'y avait pas un seul autre client dans la boutique, juste lui et moi. Et je me demandais pourquoi personne n'entrait. Au bout d'un moment, j'ai eu soif. J'ai timidement demandé de l'eau. C'était la première chose que je disais depuis qu'on s'était assis. Dès que j'ai parlé, il a changé d'humeur. Il m'a fait le même sourire tordu, encore plus forcé, puis s'est levé et a ramené de l'eau pour nous deux. Quand il s'est rassis, il a repris son téléphone et a commencé à me poser des questions, laissant complètement tomber la peinture pour se concentrer uniquement sur moi. Il m'a demandé dans quelle école j'allais, mais je lui ai donné le nom de mon ancienne école puisque je venais de changer. Ensuite, il m'a demandé si j'habitais dans le coin. J'ai menti et dit que non, sans savoir si c'était crédible. Puis il m'a demandé si j'avais Instagram et s'il pouvait me suivre. Je sentais que quelque chose n'allait pas, mais j'étais trop jeune et trop timide pour savoir comment m'en sortir. Heureusement, je lui ai donné mon faux compte sans aucune publication. J'étais extrêmement mal à l'aise, donc j'ai décidé d'appeler ma mère problème. Mon téléphone était mort sur le chemin du centre commercial, donc je l'avais laissé dans la voiture. Je connaissais son numéro par cœur, mais j'étais obligé de demander au vieux monsieur si je pouvais utiliser son téléphone pour l'appeler. En une seconde, son visage a changé. Son faux sourire avait disparu, remplacé par une vraie grimace. Il m'a aboyé dessus d'aller dehors, disant qu'il appellerait ma mère là-bas. Effrayé qu'il hausse le ton, mais pensant enfin sortir de cette situation, j'ai fait ce qu'il disait. Il était presque 21 heures et le parc commençait à se vider. Je suis sorti, attendant qu'il me rejoigne avec son téléphone. Mais dès que la porte s'est refermée, il m'a attrapé par le poignet et m'a tiré dans la ruelle juste à côté de la boutique. J'ai essayé de crier, mais il a mis sa main sur ma bouche, plaquant ma tête contre le mur en béton. Je pleurais en silence, me demandant si j'allais mourir. Il s'est penché vers moi et m'a dit en face que, si je voulais vivre, je devais faire exactement ce qu'il disait. J'ai hoché la tête frénétiquement. Il m'a alors dit de me taire et de le suivre plus loin dans la ruelle, derrière un coin où on ne serait plus visible depuis le parc. Derrière la boutique, il a attrapé une corde attachée à un arbre mort. Il m'a d'abord ligoté la bouche, puis les bras et les jambes. Ensuite, il m'a laissé là et est entré dans la boutique par la porte arrière. Je ne savais pas ce qu'il allait chercher, mais je savais que ça n'allait pas être bon et qu'il ne mettrait pas longtemps à revenir. C'est à ce moment-là que mon cerveau s'est réveillé, comme si le fait de ne plus le voir me permettait enfin de penser clairement. Je me suis rappelé comment je jouais au kidnappeur avec mon cousin et mon frère. Comme j'étais la fille, j'étais souvent celle qu'on attachait, et comme mon cousin faisait des nœuds impossibles, j'avais appris à les défaire, même les pires. Ça m'a pris un temps terrifiant, mais j'ai réussi à libérer mes mains, puis mes jambes. Je venais à peine de libérer ma bouche quand l'homme est sorti de la porte arrière. Il a lâché tout ce qu'il portait et a sprinté vers moi en me voyant détaché. J'ai couru pour ma vie, zigzagant entre les dernières personnes du parc jusqu'à trouver mon frère. L'homme avait disparu depuis longtemps et mon esprit essayait déjà de me convaincre que tout ça n'était qu'un rêve, quelque chose que j'avais inventé. Quand mon frère m'a demandé pourquoi j'étais paniqué, je n'arrêtais pas de dire que ce n'était rien. Mon ami nous a rejoints peu après. Puis ma mère est arrivée et nous a ramenés à la maison. J'aurais voulu lui dire, mais j'avais trop peur. C'est juste un truc irrationnel qu'un enfant ferait, j'imagine. J'ai essayé d'oublier.
et j'y suis presque parvenu jusqu'à 1 mois plus tard. Je suis retourné au centre commercial. En passant devant la même boutique, j'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu le vieux monsieur assis avec une autre fille de mon âge, clairement mal à l'aise. J'ai immédiatement détourné le regard, mettant cette image dans un coin de ma tête pour éviter d'y penser. Je sais que c'est horrible, mais j'ai complètement refoulé le souvenir jusqu'à très récemment. Je culpabilise beaucoup d'être sorti de cette situation tout en laissant ce piège ouvert pour quelqu'un d'autre. Quand je suis retourné dans ce parc des années plus tard, la boutique et l'homme avaient disparu, remplacés. Je n'ai aucune idée s'il a un jour réussi à faire ce qu'il voulait faire avec moi, mais j'espère vraiment que non. Je venais tout juste d'avoir 25 ans quand j'ai enfin fait le voyage en Californie que je préparais depuis des mois. Je voyageais depuis la République dominicaine, donc j'avais 2 escales et je voyageais principalement de nuit. Le petit vol vers Miami s'est bien passé, mais c'est pendant ma correspondance de 2 heures là-bas que les problèmes ont commencé. Pendant que j'attendais l'arrivée de mon vol pour le Colorado, j'ai remarqué un homme suspect assis dans la rangée de sièges en face de moi. Il était habillé tout en noir, des vêtements couvrant presque toute sa peau. Sa casquette était baissée, cachant ses yeux, et il tenait son téléphone devant lui comme s'il filmait. Je ne voyais aucune autre raison pour laquelle il tiendrait son téléphone de cette façon, mais comme il y avait énormément de monde, je me suis dit qu'il était peu probable que ce soit moi qu'il vise. J'espérais juste qu'on ne serait pas assis l'un près de l'autre. Malheureusement, la chance n'était pas de mon côté. J'étais placé côté couloir, tout au fond de l'avion, et lui était côté fenêtre, juste de l'autre côté du couloir. Il n'y avait donc que 2 sièges entre nous. Et quand l'embarquement s'est terminé, le siège du milieu est resté vide, ce qui voulait dire qu'une seule personne nous séparait. Peu après, l'avion a décollé. Puis environ 1 heure plus tard, j'ai remarqué que l'homme avait ressorti son téléphone et s'était tourné légèrement de manière à me faire face. À ce stade, j'ai compris qu'il était en train de me filmer. Je lui ai lancé un regard très mauvais, mais ça n'a rien changé. Il a continué à pointer son téléphone vers moi, et la personne assise entre nous ne se rendait compte de rien. Je ne savais quoi faire d'autre que d'appeler une hôtesse. Quand l'une d'elles est venue, je lui ai expliqué que l'homme près du hublot était en train de m'enregistrer. Elle s'est tournée vers lui. Il était toujours en train de filmer ouvertement. Et elle lui a demandé d'arrêter. Elle a réussi à lui faire ranger son téléphone. Mais littéralement, dès qu'elle est partie, il l'a ressorti. J'étais tellement énervé que je lui ai demandé directement pourquoi il me filmait. Il m'a simplement répondu, avec un fort accent russe, « Parce que tu es belle ». Je lui ai dit d'arrêter, qu'il n'avait aucun droit de me filmer sans mon consentement. Mais il a juste secoué la tête et a dit « Non, non, c'est bon ». Je n'en revenais pas. Pour qui il se prenait et pour qui il me prenait? Il était clair que tant qu'il aurait une ligne de vue dégagée, il ne s'arrêterait pas. Alors j'ai demandé au passager assis côté fenêtre de mon côté s'il voulait bien échanger sa place avec moi. Il avait entendu toute la scène, donc il a accepté. Il était plutôt costaud et son ventre bloquait largement la vue au pervers. Plus tard, les lumières de la cabine ont été éteintes pour que les passagers puissent dormir, puisqu'il était presque minuit. Dans l'obscurité, j'ai senti que c'était enfin terminé. Je me suis donc installé pour une petite sieste, mais j'ai vite compris que je ne serais pas à l'aise tant que je n'irais pas aux toilettes. Comme on était au fond de l'avion, les toilettes étaient juste là. Elles étaient toutes les 2 libres, alors je suis entré dans la plus proche. Je ne plaisante pas. À l'instant où mes fesses ont touché la cuvette, quelqu'un a tenté d'ouvrir la porte. Il secouait la poignée comme s'il voulait casser la serrure. J'ai vite essayé de me couvrir. Puis j'ai entendu une hôtesse dire à la personne que les toilettes étaient occupées. La réponse est venue, feignant l'ignorance, dans le même accent russe que j'avais entendu plus tôt. J'ai compris immédiatement. Le même type essayait maintenant de me filmer dans les toilettes. J'étais sous le choc. Quel malade! Je n'ai plus réussi à me détendre du reste du vol. Quand l'avion a atterri, je me suis dépêché de descendre. Mon prochain vol était prévu 3 heures plus tard, à l'autre bout du terminal. Mais j'y suis allé directement. J'ai posé mes bagages près d'une personne et lui ai demandé de surveiller mes affaires un moment pendant que j'allais aux toilettes, puisque je n'avais finalement pas pu y aller dans l'avion. Elle a accepté. Puis j'ai presque couru vers les toilettes. Étonnamment, il n'y avait personne, sauf quelques cabines occupées. Normal, c'était le milieu de la nuit.
Je me suis installé et j'ai enfin pu me soulager. Mais ça n'a duré que 10 secondes avant qu'une voix de femme crie violemment « Hé, arrête ça !» J'ai levé les yeux et j'ai vu un téléphone dépasser du dessus de ma porte. Le même téléphone que dans l'avion. Ce pervers m'avait suivi à travers tout l'aéroport, jusqu'aux toilettes, pour essayer de me filmer encore une fois. J'ai hurlé de surprise, essayant de me couvrir. Le téléphone a disparu aussitôt. Je me suis rhabillé à toute vitesse, prête à exploser ce connard. Mais quand je suis sorti, il n'était plus là. La femme qui l'avait surpris s'est excusée, disant qu'il lui avait filé entre les doigts. Je me sentais violé, complètement exposé, vulnérable, même pour un court instant. Et il avait sans doute filmé tout ça. J'avais envie d'arracher ma peau. J'ai trouvé la sécurité et leur ai tout raconté. Ils ont dit qu'ils allaient essayer de le retrouver, mais qu'il semblait déjà très loin, donc qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose. J'ai lutté pour ne pas pleurer tout le temps que j'ai attendu mon vol suivant. Je me sentais piégé dans cet aéroport. Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi, mais j'ai refusé de laisser ce voyage être détruit avant même d'avoir commencé. Une fois arrivé à Los Angeles, j'ai presque réussi à oublier ce qui s'était passé. Mais dès que j'avais un moment de calme, ça me revenait. Encore aujourd'hui, des mois plus tard, j'y pense sans cesse. Et ça me rend malade de savoir que ce type est toujours dehors, probablement en train de piéger d'autres femmes. Je venais juste de terminer mon déménagement dans ma nouvelle maison, une vieille petite maison de 2 chambres et une salle de bain. À part un ami qui m'avait aidé à transporter quelques meubles, j'avais passé toute la journée à déplacer des cartons tout seul. J'étais évidemment crevé, bien trop fatigué pour faire mon lit, donc je me suis affalé sur le canapé et j'ai commencé à m'endormir. Mais j'ai été réveillé par la sonnette. C'était la nuit, mais pas assez tard pour ignorer mes nouveaux voisins sans paraître impoli. Quand j'ai ouvert la porte, je suis tombé sur une femme. Elle pouvait avoir 30 comme 50 ans. Sa peau tombait, ses os semblaient fragiles, comme si elle n'avait pas mangé depuis des mois. Ses cheveux, même en désordre, étaient d'un blond étonnamment vif, et ses yeux avaient un bleu tout aussi perçant. Mais au-delà de son physique, elle dégageait une aura franchement dérangeante. Dès que je l'ai vue, mon cœur a raté un battement. Si elle avait eu l'air plus en forme et propre, j'aurais peut-être été immédiatement attiré par elle. Mais là, sa présence a allumé toutes les alarmes dans ma tête. Comme si je sentais inconsciemment que son sourire trop large était un mensonge évident, ou que ses yeux n'avaient aucune chaleur humaine. Quand elle a parlé, je n'ai pas compris ses premiers mots. Mon esprit était bloqué sur une autre chose, l'odeur de faim rance qui sortait de sa bouche. Ses yeux avaient glissé vers le bas pendant qu'elle parlait, et pour une raison étrange, j'ai eu l'impression qu'elle était en train de m'évaluer, comme un repas potentiel. Quand j'ai enfin capté ce qu'elle disait, j'ai compris qu'elle avait dit « Vous devez être le nouveau voisin ». Sa voix était craquante, mais étrangement séduisante. Je lui ai répondu en bégayant que oui. Puis elle m'a dit qu'elle avait remarqué que j'avais emménagé seul. J'ai essayé de me rappeler si je l'avais vue parmi les gens du quartier plus tôt, mais personne n'avait ce visage-là. Même si elle me mettait franchement mal à l'aise, je ne la voyais pas comme une menace. J'étais une tête plus grande qu'elle et au moins 50 kilos de plus. Donc j'ai gardé la porte ouverte pour discuter un peu. Elle m'a demandé si j'avais prévu de prendre un colocataire pour ma 2e chambre. Je lui ai répondu que non, je comptais en faire un bureau. Elle a fait la moue, puis elle a dit « Tu trouves pas ça solitaire ?» J'ai répondu que non, j'aimais vivre seul. Et c'est là que la femme a franchi le seuil, sans y être invitée, a posé une main sur mon torse, l'autre autour de ma taille. Puis elle a chuchoté « Si tu veux changer d'avis, je peux te tenir compagnie cette nuit. » Ces mots m'ont glacé de la tête aux pieds. Heureusement, ma raison a repris le dessus. Sans un mot, j'ai attrapé ses mains, les ai retirées de moi et je l'ai poussée dehors, refermant la porte violemment devant elle. Je m'attendais à ce qu'elle sonne encore, qu'elle tape sur la porte, qu'elle hurle que j'étais un porc. Mais de l'autre côté, rien. Un silence total. Après 10 secondes, j'ai regardé par le Judas. Elle n'était plus là. Et je ne l'avais pas vue partir. Elle avait disparu. J'avais la trouille. Est-ce que ça allait recommencer? Dans quel quartier de taré j'avais atterri? Peut-être qu'elle était juste une SDF désespérée.
J'en savais rien, mais c'était le genre de rencontre qui te fait regretter de ne pas avoir du whisky et 6 bières au frais. Sans rien pour me calmer, je devais juste espérer m'endormir malgré tout. Je me suis remis sur le canapé et après quelques minutes à me tourner dans tous les sens, j'ai fini par m'assoupir. J'ai alors fait un rêve étrange et très vif. Sans couverture, juste avec les vêtements de mon déménagement, j'avais froid. Ce froid a disparu quand quelque chose de chaud et rassurant s'est glissé dans mes bras, comme un chien fidèle ou un compagnon affectueux. Au début, c'était agréable, mais ça a tourné au cauchemar. La chose n'arrivait pas à rester immobile. Elle se tortillait, griffait mon ventre, comme si elle cherchait à creuser pour s'enfoncer davantage. Je voulais sortir de là. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu la scène la plus terrifiante de toute ma vie. La femme de la porte était couchée contre moi. J'ai voulu hurler, la balancer à travers la pièce. Mais mon corps ne bougeait pas. C'était comme une paralysie du sommeil, mais avec un démon bien réel. Elle me griffait le ventre, déchirant ma peau. Je pensais qu'elle allait m'ouvrir en deux. J'ai fini par me réveiller d'un coup. Sauf que ce n'était pas un rêve. Elle était vraiment là. J'ai arraché mon corps du sien et j'ai bondi hors du canapé. Elle est tombée lourdement par terre. Puis elle a levé la tête et a poussé un hurlement strident. Je n'ai rien pu faire d'autre que hurler aussi, comme un animal paniqué. J'étais prêt à me battre, à lui briser chaque os si nécessaire. Elle m'avait injecté un shot d'adrénaline pure, et même dans sa folie, je crois qu'elle l'a compris. Elle m'a regardé une seconde, puis a détalé. Je l'ai vue grimper par une fenêtre ouverte. Je n'avais même pas vérifié les serrures depuis mon arrivée, et c'est comme ça qu'elle avait réussi à entrer chez moi. J'ai claqué la fenêtre, puis j'ai vérifié toutes les portes, toutes les serrures. Peu à peu, l'adrénaline retombait, et la douleur dans mon ventre commençait à brûler. En baissant les yeux, j'ai vu des dizaines d'entailles profondes faites par ses ongles. J'ai appelé le 911 pour signaler l'incident et me faire soigner. Les policiers m'ont dit que la description correspondait à une femme atteinte de folie sévère, évadée récemment d'un hôpital psychiatrique voisin. Je n'avais même pas idée qu'il y avait ce genre d'établissement dans le coin. Je n'ai jamais rien su de plus. Je ne sais pas si elle avait été rattrapée ou si elle erre encore quelque part. Je pense à elle presque tous les soirs. Et parfois, ça me donne envie de vendre la maison et partir le plus loin possible. Il y a longtemps, je travaillais à Chuck E. Cheese. Oui, j'étais la mascotte, le rat, le parfait inconnu dans un costume géant que les parents laissent traîner autour de leurs enfants. Mais ce n'est pas une confession d'un truc chelou que j'aurais fait à l'époque. Non, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Pour être honnête, je ne peux même pas dire qu'il y ait eu un seul moment agréable dans ce costume. Le reste du temps, les 40 minutes de chaque heure, je lavais la vaisselle, sortais les poubelles, ou je faisais une tâche pourrie quelconque. Et puis il y avait la horde de gamins, un vrai cauchemar. Bref, j'ai quelque chose de beaucoup plus précis à raconter. Un jour, j'étais en costume et je marchais dans la salle d'arcade quand j'ai remarqué quelque chose du coin de l'œil. Je n'avais pas une bonne vision périphérique dans la tête de mascotte, mais je pouvais voir deux personnes en train de me fixer. À ce moment-là, je ne savais même pas qui elles étaient, l'une pour l'autre, mais elles avaient là l'air nerveuses, bougeant sans arrêt. J'ai fini par quitter cette zone, mais je n'arrivais pas à me débarrasser d'eux. Chaque fois que je m'arrêtais quelque part, je voyais ces deux bizarres en train de me fixer, tout en se grattant et se tripotant nerveusement. Ils me suivaient clairement, et je ne reconnaissais aucun enfant autour de moi qui aurait pu les intéresser. Un peu flippé, j'ai essayé de les ignorer. Je me dirigeais vers la porte menant au vestiaire quand ils se sont mis devant moi. Ils bloquaient littéralement l'entrée. Maintenant qu'ils étaient juste en face, j'ai pu mieux les voir, et j'aurais préféré être aveugle. L'homme dépassait largement 1,90 m, hyper musclé, comme s'il se piquait aux stéroïdes. La femme, elle, ne faisait même pas 1,30 m, maigre à en faire peur, les yeux enfoncés, la peau qui pendait. Et malgré son âge évident, elle portait une tenue rose à froufrou, comme une robe de petite fille sortie d'une benne à ordures. Il y avait une règle, aucun adulte n'entre dans l'espace de jeu sans être accompagné d'un enfant. Donc je ne sais pas quel collègue glandeur avait laissé passer cette femme de 40 ans en la prenant pour une gosse. Mais j'allais lui en toucher deux mots. Le mec m'a dit en premier « Hey mec,
Combien pour le costume? Je lui ai dit qu'il n'était pas à vendre. Alors il m'a demandé clairement de le laisser l'essayer. J'ai refusé encore une fois. Son visage est devenu rouge écarlate, gonflé comme s'il allait me frapper. Mais la femme a attrapé son bras, m'a regardé avec le pire faux regard de chiot que j'ai jamais vu et a supplié « Laisse mon papa mettre le costume, s'il te plaît ». Là, j'ai compris exactement pourquoi il voulait le costume et j'ai eu envie de vomir dedans. C'est à ce moment qu'un manager est arrivé et a demandé ce qu'il se passait. J'ai juste pointé la femme du doigt. Il a compris tout de suite qu'ils étaient entrés sans enfant. Il les a escortés dehors, pensant que l'histoire était finie. Je suis allé dans les vestiaires, j'ai enlevé le costume. Après m'être essuyé la sueur et avoir bu de l'eau glacée, je suis sorti par la porte arrière pour fumer avant qu'on me demande de refaire quelque chose. J'étais seul, adossé au mur, quand j'ai vu deux silhouettes au coin du bâtiment. Je savais tout de suite que c'était eux. J'ai écrasé ma cigarette et tenté de rentrer, mais je m'étais verrouillé dehors. La porte se fermait toujours automatiquement et j'avais oublié de la caler parce que j'étais crevé. Pris de panique, j'ai commencé à frapper sur la porte en espérant que quelqu'un m'entende. Quelques secondes plus tard, les deux tarés courèrent vers moi. J'ai voulu me barrer, mais le mec a crié « T'aurais dû me donner le costume !» Et la seconde d'après, il m'a plaqué au sol et m'a mis en clé d'étranglement. J'étais totalement impuissant, obligé de regarder cette femme démoniaque sortir un couteau automatique et le coller contre mon ventre. Ils n'arrêtaient pas de me demander de les conduire au costume, mais je leur disais que je ne pouvais pas puisque la porte était verrouillée. C'est alors que la porte s'est ouverte. Un de mes collègues sortait voir ce qui se passait. Son visage s'est figé de stupeur. La folle lui a hurlé dessus. « Va chercher le costume de Chucky et donne-le-nous !» Le pauvre a bafouillé, hésité. La femme a alors commencé à enfoncer la lame dans mon ventre. En sentant ma peau se percer, j'ai hurlé de toutes mes forces « Va le chercher, bordel !» Une minute plus tard, 3 ou 4 collègues sont sortis avec des morceaux du costume, l'air terrifiés. Ils ont tout laissé tomber au sol. On m'a poussé violemment en arrière. Quand j'ai repris mon souffle et levé les yeux, les deux tarés partaient en courant avec le costume. Ils avaient ce qu'ils voulaient, au moins c'était fini. Je n'avais qu'une blessure superficielle, mais j'ai perdu mon job. Apparemment, ce foutu costume coûtait des milliers de dollars, et la direction m'a tenu responsable du vol tant mieux. Il puait la mort de toute façon. Malheureusement, ça m'a laissé une pensée dont je n'arrive pas à me débarrasser. Qu'est-ce qu'ils ont fait du costume? J'y ai trop réfléchi au fil des ans. Dans le meilleur des cas, ils l'ont gardé pour un délire sexuel dégueulasse. Dans le pire, ils s'en sont servis pour attirer des personnes vulnérables dans un piège.